Bonjour et bienvenue donc à tous à ce webinaire qui va être consacré donc au CAP, à la CCP, au CST et au F3SCT. Webinaire où on va vous présenter le rôle, le fonctionnement de chacune des instances et vous présenter aussi l'inscription en fait de ces instances dans le processus décisionnel concernant les ressources humaines. Je ne sais pas si vous nous entendez bien, j'espère en tout cas. Au niveau de la conversation, peut-être. Ouais, éventuellement si vous pouvez nous faire un petit signe pour nous dire si vous nous entendez bien via donc le bouton questions-réponses. Ou éventuellement lever la main, peut-être. Ou lever la main, exactement. Oui, c'est bon. Oui. OK. Merci beaucoup. Merci. Donc, je me présente. Donc, je suis Anne-Marie Joubeau, donc directrice du pôle parcours professionnel et responsable du service carrière et retraite. Donc, au centre de gestion. Et ce webinaire, nous allons vous le présenter donc à deux voix. Donc, je vais être accompagnée de ma collègue qui va se présenter également. Donc, bonjour, donc, je suis Sabine Magadur, je suis référente du comité social territorial départemental qui est placé auprès de la direction générale du centre de gestion. Donc voilà. Alors déjà, donc ce webinaire vous est présenté dans le cadre d'un parcours, d'un cycle en fait de formation, information de l'élu employeur, donc présenté par le centre de gestion. Et donc, il s'agit en fait du deuxième webinaire qui vous est présenté. Le premier vous a été présenté il y a à peu près un mois donc, par notre directeur général, Monsieur Philippe Cruard, et il abordait plus les fondamentaux du statut de la fonction publique territoriale. D'autres webinaires vont suivre au cours d'une année en fait, hein, sur différentes thématiques. Voilà. L'objectif en fait de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous apporter une vision claire de ces instances, parce que ça peut être effectivement un petit peu obscur au départ. Et alors, ça va être assez... on ne va pas rentrer dans les détails de façon non plus à ne pas trop vous embrouiller sur la thématique. Alors, n'hésitez pas au cours de la présentation à poser les questions via donc effectivement le bouton questions-réponses que vous connaissez bien. Et donc, on vous apportera les réponses peut-être à la fin de chaque thématique en fonction effectivement du déroulement de cette présentation. Voilà, donc si tout est OK, je vais laisser la parole à Sabine. Alors, donc aujourd'hui, on va vous parler donc de qu'est-ce que le dialogue social. On va vous présenter donc la commission administrative paritaire, qu'on appelle également la CAP, la commission consultative paritaire qu'on appelle la CCP. Et on vous présentera également le comité social territorial, le CST, et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, la F3SCT. Ensuite, on vous fera un petit focus sur ce qui est à retenir et on vous indiquera nos contacts pour que vous puissiez ensuite nous poser des questions si jamais on n'a pas été suffisamment clair lors de cette présentation. Alors, le dialogue social, donc on va vous présenter donc la définition et les instances concernées. Alors, au niveau du dialogue social, donc c'est un ensemble de processus qui permet donc des discussions, l'information, la consultation, les négociations sur des questions d'intérêt commun entre représentants des agents et représentants des employeurs. Et ce dialogue social est indispensable au bon fonctionnement de la collectivité et ou de l'établissement. Alors, les instances concernées, donc comme je vous disais tout à l'heure, on va vous parler de la CAP, de la CCP, du CST et de la F3SCT. Donc, la CAP, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est compétente pour toute question d'ordre individuel défavorable relative à la situation du fonctionnaire. Pour la CCP, elle est compétente pour toutes les questions d'ordre individuel défavorable, mais cette fois-ci relative à la situation de l'agent contractuel.
Donc, CAP fonctionnaire, CCP contractuel. Lorsque l'on va passer au CST et à la F3SCT, là, elles vont être compétentes sur les questions de fonctionnement et d'organisation des services et sur la protection de la santé et de la sécurité des agents. Alors, donc, nous allons vous présenter un peu plus en détail ce qu'est la commission administrative paritaire et la commission consultative paritaire. Alors ici, nous vous avons donc rappelé les références qui traitent des CAP et de la CCP, donc référence du Code général de la fonction publique. Alors, qu'est-ce qu'une CAP? Une CAP, c'est une commission administrative paritaire. En fait, il y en a trois, une par catégorie hiérarchique. Donc, une pour la catégorie A, une pour la catégorie B et une pour la catégorie C. Vous savez hein, que tous les grades, les cadres d'emploi sont classés par catégorie hiérarchique. Les CAP donc, vont être compétentes pour l'ensemble des fonctionnaires, donc stagiaires et titulaires. A contrario, la CCP, la commission consultative paritaire, il n'y en a qu'une qui va représenter l'ensemble des agents de droit public, pas les agents de droit privé, uniquement donc les contractuels de droit public. Alors, il n'y en a qu'une. La CCP a une date de création assez récente, puisqu'elle a été créée donc en 2018. À l'époque, il y en avait trois, donc une par catégorie hiérarchique, vraiment comme pour les CAP. Mais en 2022, finalement, les trois catégories ont été regroupées au sein d'une seule instance. Les CAP et la CCP sont placés auprès du centre de gestion pour toutes les collectivités et les établissements publics qui sont affiliés au centre de gestion, c'est-à-dire pour toutes les collectivités et les établissements publics qui ont moins de 350 agents. Les collectivités et établissements publics qui ont plus de 350 agents peuvent s'affilier au centre de gestion et peuvent demander à relever des CAP et de la CCP placés auprès du centre de gestion. Mais ça n'est pas une obligation pour ces collectivités-là, puisqu'elles ont le droit aussi d'assurer elles-mêmes le secrétariat de ces instances. Comment sont composées ces deux instances? Eh bien, il y a deux collèges. Le collège des représentants du personnel et le collège des représentants des collectivités et des établissements publics. S'agissant du collège des représentants du personnel, il est composé d'agents des collectivités affiliées, collectivités et établissements publics affiliés. Alors, ces agents sont des fonctionnaires dès lors qu'ils représentent ce collège à la CAP ou de contractuels s'ils représentent ce collège à la CCP. Comment sont-ils élus? Eh bien, ils sont élus par les agents, donc sur liste présentée par les organisations syndicales. Et si il n'y a pas de liste présentée par les organisations syndicales, ils vont être tirés au sort. Ça a été le cas notamment pour la CCP lors des dernières élections, les élections de 2022. Il n'y a pas eu de liste de candidats déposés par les organisations syndicales, si bien qu'aujourd'hui, et depuis 2022, tous les agents qui représentent le personnel à la CCP sont des agents qui ont été tirés au sort parmi les électeurs. Les prochaines élections professionnelles sont le 10 décembre 2026, donc on arrive au terme du mandat 2022-2026. Là, on verra effectivement s'il y a des listes déposées par les organisations syndicales pour la CCP. Le nombre de sièges, eh bien, il va être déterminé en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Il y a des tranches en fait qui figurent dans le CGFP et en fonction du nombre d'électeurs inscrits, on va pouvoir déterminer le nombre de sièges. La durée du mandat pour les représentants du personnel est de
4 ans. Donc, comme je disais tout à l'heure, le mandat actuel va prendre fin là en fin d'année 2026 et le nouveau mandat démarrera décembre 2026 jusqu'à décembre 2030. Concernant le collège représentant des collectivités et des établissements publics, eh bien, les membres sont des élus des collectivités et des établissements publics, donc affiliés, et ils sont désignés par les élus locaux membres du conseil d'administration du CDG parmi les élus des collectivités affiliées. Là encore, il y aura une nouvelle désignation puisque au mois de juin, il y a les élections pour le conseil d'administration du CDG et il y aura une nouvelle désignation des membres représentants des collectivités donc aux différentes instances le 2 juillet. Le nombre de sièges pour ce collège va être identique à celui du collège des représentants du personnel parce qu'il s'agit en fait de commissions paritaires. On a commission administrative paritaire ou commission consultative paritaire. Donc, nombre identique de membres dans les deux collèges. Alors, tout à l'heure, je disais que le mandat des représentants du personnel était de 4 ans. Par contre, le mandat des représentants des collectivités et des établissements publics est de 6 ans. Le mandat actuel, donc c'est 2026-2032. Enfin, quand je dis actuel, c'est effectivement réellement, il va démarrer en juillet 2026. Donc voilà pour la composition des instances et donc les deux collèges. Alors juste pour information, en CAP catégorie A, donc placé auprès du centre de gestion, il y a 7 titulaires et 7 suppléants au niveau du collège représentant des collectivités et des établissements publics et également donc 7 titulaires et 7 suppléants pour les représentants du personnel. Pour la CAP B, la CAP C et la CCP, donc également donc, tous les 3 placés auprès du centre de gestion, les collèges sont composés de 8 titulaires et 8 suppléants, donc pour les 2 collèges également. Pourquoi un de plus en CAPB et en CAPC et pour la CCP? C'est tout simplement parce qu'il y a plus d'électeurs, plus d'agents concernés. Il y a un petit peu moins d'agents effectivement en catégorie A. Donc ça, c'est la composition actuelle et la composition future, c'est-à-dire de décembre 2026, sera identique. Alors, qui peut saisir ces 2 instances? Eh bien, il va y avoir en fait 2 acteurs. Tout d'abord, l'employeur. L'employeur qui va devoir obligatoirement saisir la CAP ou la CCP pour certaines thématiques. Par exemple, pour la CAP, une obligation en fait de saisir la CAP quand l'employeur envisage de ne pas titulariser un agent qui est stagiaire. Arrive au terme du stage, le stage ne s'est pas forcément bien passé, l'agent n'a pas démontré qu'il avait toutes les capacités pour occuper le poste qui lui a été confié. Auquel cas, donc, l'employeur peut décider finalement de se séparer de cet agent, mais pour le coup, il ne pourra pas le faire comme cela. Il va devoir, préalablement à la prise de décision, saisir l'instance et demander l'avis de cette instance. C'est très, très important puisque cela va sécuriser la procédure. S'il n'y a pas saisine de l'instance, dans ce cas-là, il va y avoir une irrégularité qui va être de nature à entacher d'illégalité la décision qui va en découler. Donc voilà, si l'agent concerné, par exemple, fait un recours devant le tribunal administratif, il a de fortes chances de gagner parce que la procédure n'aura pas été respectée. Alors, c'est pour certaines thématiques et on va constater que ces thématiques concernent des décisions qui vont être défavorables à l'agent.
Effectivement, avant la loi de 2019, les CAP avaient beaucoup plus de compétences et ça ne concernait pas forcément des décisions défavorables. Là, les compétences ont été recentrées vraiment sur des décisions défavorables à l'agent. On verra tout à l'heure effectivement quelques cas, les cas les plus fréquents de saisine obligatoirement. L'agent, lui, a aussi la possibilité, mais là ce n'est plus une obligation, il a aussi la possibilité de saisir la CAP ou la CCP en fonction aussi de la thématique. Il y a une liste de domaines pour lesquels il peut effectivement saisir l'instance. Le plus fréquemment, quand il y a des saisines qui émanent des agences, c'est pour en cas de contestation du compte-rendu d'entretien professionnel. Dans ce cas-là, l'agent saisit la CAP et demande à la CAP de proposer une révision du compte-rendu d'entretien professionnel s'il est en désaccord avec les éléments qui y figurent. Ce qu'il faut savoir, c'est que qu'il s'agisse de l'employeur ou de l'agent, l'instance va rendre un avis consultatif. Elle ne va pas rendre un avis conforme. Ce qui veut dire que la décision finale appartient quand même à l'employeur. L'instance ne va pas se substituer donc à l'employeur pour cette décision finale. C'est un avis donc favorable, défavorable, assorti éventuellement d'observations. Si l'employeur décide de ne pas suivre l'avis émis, dans ce cas-là, il a une obligation, c'est d'informer l'instance dans le mois qui suit sa décision, d'informer l'instance de sa décision finale et des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre l'avis émis. La saisine se fait comment? Elle va se faire via un dossier. Parce qu'il faut savoir que tant l'employeur que l'agent ne vont pas se déplacer et assister à la séance. Donc c'est un dossier qu'il va falloir faire le plus complet possible, amener le plus d'éléments possible pour pouvoir éclairer les membres de l'instance. Ouais, je pense qu'on a. Voilà. Là, je vais vous citer les cas les plus fréquents de saisine pour la CAP. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du refus de titularisation qui peut intervenir au terme du stage, mais il peut s'agir aussi d'un licenciement en cours de stage. Et là, c'est lorsque le stage se passe vraiment pas bien et que l'employeur ne souhaite pas aller au terme du stage. Ce sont effectivement les cas de saisine les plus fréquents. Alors, quand je dis les plus fréquents, on ne va pas dire qu'il y en a beaucoup non plus par rapport à l'ensemble des agents qui relèvent des collectivités affiliées. Il peut y avoir la saisine également lorsqu'il est décidé de renouveler le contrat d'un travailleur reconnu handicapé ou de ne pas titulariser. Là, effectivement, pour les travailleurs reconnus handicapés, il y a une procédure spécifique en fait de nomination. L'agent peut être dispensé de stage, mais pour autant, il est nommé contractuel pendant 1 an. Et au terme de cette année, normalement, on devrait aboutir à une titularisation. Après, un cas qui n'est quand même pas fréquent, c'est le licenciement du fonctionnaire dès lors qu'il refuse 3 postes préparés suite à sa demande de réintégration après disponibilité. Effectivement, un agent qui demande à revenir après une disponibilité, il y a des conditions de réintégration. Et si cet agent refuse 3 postes qui lui sont proposés, dans ce cas-là, l'employeur peut décider de licencier le fonctionnaire. Ou aussi, mais ce qui est extrêmement rare, lorsque l'agent refuse de rejoindre le poste à l'issue d'un congé de maladie. Et sous certaines conditions, lorsqu'il y a des refus de demande de formation qui sont formulés par les agents.
Cas de saisine à l'initiative de l'agent, le plus courant, comme je vous disais, c'est la révision du compte-rendu de l'entretien professionnel. L'agent peut également saisir l'instance s'il lui est refusé l'octroi de jours de compte épargne-temps, par exemple, ou si on lui refuse une autorisation de travail à temps partiel, si on lui refuse du télétravail. Pareil, si on lui refuse donc certaines formations ou si on refuse une démission. Donc là, effectivement, c'est quand même extrêmement rare pour les refus de démission. Concernant la CCP, alors dès lors qu'il est décidé de licencier un contractuel qui n'est plus pendant sa période d'essai, le licenciement ne peut pas se faire comme ça. Il faut obligatoirement saisir la commission consultative paritaire. Également pour les personnes qui sont investies d'un mandat syndical, lorsqu'il est décidé de ne pas renouveler le contrat, la CCP doit émettre son avis. Et comme tout à l'heure, lorsqu'il est refusé certaines actions de formation demandées par l'agent. À l'initiative de l'agent, on retrouve la révision du compte-rendu d'entretien professionnel et des refus liés au temps partiel, au télétravail, au compte épargne-temps ou à la formation. Comment fonctionnent ces instances? Alors, ces instances sont présidées par le président du centre de gestion ou par son représentant qui aura été désigné parmi les membres du conseil d'administration pour donc toutes les collectivités et établissements publics affiliés. Elles se réunissent au moins 2 fois par an, ça c'est obligatoire. Au centre de gestion du Morbihan, l'on prévoit un minimum de 5 séances par an, de façon à pouvoir bien les étaler sur l'année et coller aussi aux demandes des collectivités. Un calendrier systématiquement établi en fin de l'année pour l'année N+1, et ce calendrier est disponible sur le site du CDG. 5 séances par an, on ne les tient pas forcément, on les prévoit, on ne les tient pas forcément pour toutes les CAP. Alors, CAP catégorie C, généralement, oui, parce que cela représente beaucoup d'agents. Pour, par exemple, la CAP catégorie A, qui représente moins d'agents, il n'y aura pas systématiquement les 5 séances, mais tout dépend des demandes. Et comme je le disais tout à l'heure, les séances ne sont pas publiques. Ça veut dire que ni l'employeur ni l'agent ne peuvent être présents. Le secrétariat est assuré par le centre de gestion. Donc, c'est le centre de gestion qui va convoquer les membres des instances, qui va recevoir et instruire les dossiers, présenter les dossiers donc, en séance et bien entendu, vous accompagner donc les employeurs dans la constitution du dossier. Comme les séances, enfin, comme ni l'employeur ni l'agent ne peuvent être présents, il faut donner suffisamment d'éléments aux membres des instances afin qu'ils puissent émettre vraiment un avis éclairé. Alors, un petit focus sur le conseil de discipline. Le conseil de discipline qui est une émanation des CAP et de la CCP, mais qui a un fonctionnement un petit peu particulier. Alors là, qui va saisir le conseil de discipline? Bien entendu, ça va être l'employeur. Tout à l'heure, je disais que les CAP et la CCP étaient présidés par le président du centre de gestion ou son représentant. S'agissant du conseil de discipline, il sera présidé par un magistrat de l'ordre administratif. Et l'objectif du conseil de discipline, eh bien, c'est de formuler un avis sur des fautes qui vont être reprochées donc à l'agent, mais des fautes graves, ou en cas d'insuffisance professionnelle. Donc là, effectivement, il y a un dossier, il y a une procédure très particulière et nous avons donc
2 personnes référentes du conseil de discipline au sein donc, du pôle qui sont là vraiment pour accompagner parce que vous imaginez bien que là, il s'agit de situations très sensibles, donc il faut vraiment que la procédure soit bien respectée. Euh, donc, c'est une émanation, comme je disais, des CAP et de la CCP, mais à la différence des séances normales, je dirais, là, les employeurs, l'employeur et l'agent vont pouvoir, et même il est fort recommandé effectivement d'y assister, d'assister donc au conseil de discipline, et chacune des deux parties peut être assistée et ou représentée. Chacune des deux parties peut faire appel à un avocat ou à un conseil de son choix. Ce n'est pas une obligation, mais c'est possible. Alors là aussi, donc il y a un dossier qui sera donc constitué et il faut vraiment qu'il y ait des preuves. Un conseil de discipline, on peut arriver à des sanctions quand même qui sont lourdes pour l'agent. Donc effectivement, il faut que le dossier soit bien étayé en fait. Alors, quelles sont les sanctions que l'on peut infliger donc aux agents? Comme je disais, dès lors que l'on fait appel au conseil de discipline, ce sont quand même des sanctions lourdes qui vont être demandées. C'est l'employeur qui va proposer une sanction et cette sanction doit être en adéquation avec ce qu'il va être reproché en fait à l'agent. Alors, les sanctions sont classées en fait en 4 groupes. Pour les sanctions du premier groupe, qui sont donc les sanctions les plus faibles, il n'y a pas de saisine du conseil de discipline. Il va s'agir en fait de l'avertissement, d'un blâme ou d'une exclusion temporaire de fonction d'une durée maximale de 3 jours, donc de 1 à 3 jours. L'avertissement ne sera pas versé au dossier de l'agent. Par contre, le blâme ou l'exclusion temporaire de fonction, ces 2 sanctions seront donc versées au dossier de l'agent et y resteront pendant 3 ans s'il n'y a pas de nouvelles sanctions pendant ce délai de 3 ans. Mais là, en respectant bien entendu également la procédure, il n'y aura pas de saisine du conseil de discipline. Dès lors que l'on passe à un degré supérieur de sanction, il va falloir effectivement solliciter l'avis du conseil. Alors pour les sanctions du deuxième groupe, on y retrouve la radiation du tableau d'avancement, donc tableau d'avancement d'échelon, tableau d'avancement de grade, l'abaissement d'échelon. Un agent qui se retrouve par exemple au 6e échelon de son grade, il peut être demandé à ce qu'il soit repositionné à l'échelon immédiatement inférieur, ou une exclusion temporaire de fonction, mais qui va être un petit peu plus longue, qui peut être de 4 à 15 jours. Les sanctions du troisième groupe vont encore être plus importantes, puisque là, il peut s'agir de la rétrogradation à un grade immédiatement inférieur du cadre d'emploi détenu donc, par l'agent. Je vais prendre l'exemple, par exemple, enfin, l'exemple d'un rédacteur principal de deuxième classe. Il pourrait être proposé de le replacer sur le grade immédiatement inférieur, qui est le grade de rédacteur, ou également une exclusion temporaire de fonction encore plus lourde qui peut aller de 16 jours à 2 ans. Les sanctions les plus lourdes vont être la mise à la retraite d'office, donc ça relève du quatrième groupe, mise à la retraite d'office, avec retraite à jouissance immédiate ou différée, parce que si l'agent ne remplit pas les conditions pour partir à la retraite, il ne pourra pas en bénéficier de suite. Ou la révocation, là qui est la radiation des cadres. L'agent perd sa qualité de fonctionnaire. Et un autre groupe, mais qui est à part, puisqu'il ne s'agit pas là de faute de la part de l'agent, mais d'une insuffisance professionnelle. L'agent ne fait pas, ce n'est pas intentionnel, mais il n'est plus à la hauteur, ou il n'est pas à la hauteur de ce que l'on peut demander à un agent titulaire du grade qu'il détient.
Donc, on voit qu'il y a une échelle de graduation des sanctions. On voit que ça peut être une petite sanction, l'avertissement, jusqu'à la radiation en fait de l'agent. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien monter le dossier. Et comment va se dérouler effectivement ce conseil de discipline? Et il va y avoir les deux collèges, représentants du personnel, représentants des employeurs qui vont essayer de comprendre effectivement ce qui se passe, qui vont échanger, qui vont pouvoir poser des questions aux deux parties. Et lors du délibéré, les deux parties donc, vont quitter la salle, vont pouvoir échanger entre eux, donc entre vraiment les deux collèges, pour essayer de me proposer, parce que là encore, il s'agit toujours d'une proposition de sanction qui leur semble la plus adéquate à la situation. Là encore, il s'agit effectivement d'une proposition de sanction, ce qui veut dire que la décision finale incombe toujours à l'employeur. Donc là, il s'agissait des sanctions pour le fonctionnaire titulaire. Nous avons des sanctions un petit peu différentes pour le fonctionnaire stagiaire, il peut s'agir, pardon, de l'exclusion temporaire de fonction d'une durée de 4 à 15 jours ou d'une exclusion définitive du service, là toujours pour faute, ou pour l'agent contractuel, une exclusion temporaire de fonction d'une durée de 4 à 6 jours pour les agents contractuels à durée déterminée ou de 4 jours à 1 an pour les agents contractuels à durée indéterminée. Ou l'autre sanction, c'est le licenciement sans préavis ni indemnité. Donc voilà, pour le conseil de discipline, c'était important de faire aussi ce petit focus. Et juste pour information, en 2025, nous avons eu 14 conseils de discipline. On va dire qu'on tourne aux alentours d'une dizaine de conseils de discipline à l'année. Donc voilà, j'ai fait le tour sur les commissions administratives paritaires et la commission consultative paritaire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, on peut passer donc à la deuxième partie. Il n'y a pas de questions? Non, il n'y a pas de question. D'accord. Alors, nous allons maintenant passer au comité social territorial, donc le CST, et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail qu'on appelle la F3SCT. Donc, comme pour la CAP et les CCP, on vous a rappelé les références réglementaires donc, qui sont dans le Code général de la fonction publique, autant pour le CST que la F3SCT. Donc, vous avez les différents articles par rapport à la représentation des agents, au comité social territorial, la mise en place, la composition, l'attribution et le fonctionnement. Donc, vous pouvez retrouver donc l'ensemble de ces informations sur les différents articles. Alors, au niveau du CST et de la F3SCT, il y a une particularité suivant que les collectivités et établissements publics contiennent moins de 50 agents ou au moins 50 agents. Donc, pour les prochaines élections professionnelles, vous avez un recensement qui est parti dans les différentes collectivités, puisque les collectivités de moins de 50 agents, le CST ou la F3SCT, sont placées auprès du centre de gestion. Par contre, pour les collectivités et établissements d'au moins 50 agents, il faut créer un CST local ou un CST local commun. Donc, quand on parle de CST local commun, il y a plusieurs cas possibles. Ça peut être une collectivité plus un ou plusieurs établissements publics rattachés, un EPCI plus tout ou partie des communes membres et les établissements qui leur sont rattachés. La F3SCT n'est obligatoire que si l'effectif est supérieur ou égal à 200 agents. C'est-à-dire que si vous ne créez pas de F3SCT, c'est le CST qui étudiera les dossiers relatifs à l'hygiène et la sécurité. Par contre, elle est obligatoire pour les services départementaux d'incendie et de secours. Et elle est facultative si l'effectif est inférieur à 200 agents, mais qu'il y a une présence de risque particulier.
Donc, là, le CST et la F3CT, donc, comme on le disait en début de réunion, on n'est plus sur de l'individuel, mais là, on va passer au fonctionnement et à l'organisation des services, à la protection de la santé et la sécurité des agents. Donc, comme on vous l'a indiqué pour la CAP et CCP, donc le CST est également composé de deux collèges. Pareil, le collège des représentants du personnel et le collège des représentants de la collectivité ou établissement public. Concernant le collège des représentants du personnel, donc si CST local, c'est-à-dire au moins 50 agents, le CST sera composé des agents de la collectivité. Si le CST est placé auprès du CDG, donc moins de 50 agents, il sera composé des agents des collectivités et établissements publics de moins de 50 agents. Comme pour CAP et CCP, ils sont élus par les agents, donc toujours sur des listes présentées par les organisations syndicales. Et la même chose, s'il n'y a pas de liste présentée par les organisations syndicales, il y aura des tirages au sort. Donc les prochaines élections professionnelles auront lieu donc le 10 décembre 2026, comme CAP et CCP. Donc, le nombre de sièges, il est en fonction du nombre d'électeurs inscrits et la durée du mandat. Donc, c'est la même chose que pour CAP-CCP, 4 ans, donc le mandat actuel 2022-2026. Pour les représentants de la collectivité établissement public, donc si CST local, donc moins 50 agents, membres de l'organe délibérant et ou agents de la collectivité, si le CST est placé auprès du CDG, donc ce sont des membres du conseil d'administration du CDG et ou agents du CDG, donc comme pour CAP-CCP, renouvellement du conseil d'administration du centre de gestion en juillet de cette année, et le nombre de sièges, il sera identique ou inférieur à celui du collège des représentants du personnel. Dans tous les cas, il ne pourra jamais être supérieur au nombre de représentants du personnel. Et la durée du mandat, donc la même chose qu'en CAP-CCP, 6 ans, donc le mandat actuel qui commencera donc à partir de juillet 2026, donc 2026-2032. Donc, on vous a indiqué le nombre de sièges de ces représentants donc, au niveau du CST départemental. Donc, pour les représentants des collectivités et établissements publics, on a 11 titulaires, 11 suppléants. La même chose pour les représentants du personnel. Et au niveau du centre de gestion, donc, on a mis en place la F3CT départementale, qui est également composée de 11 titulaires et 11 suppléants, que ce soit pour les représentants des collectivités ou les représentants du personnel. Donc le CST et la F3CT, donc il est présidé donc par le président du CDG ou son représentant, qui est désigné pour les collectivités et établissements publics de moins de 50 agents, et présidé par l'autorité territoriale ou son représentant désigné pour les collectivités et établissements publics d'au moins 50 agents. Donc CST local et CST départemental. Les séances ne sont pas publiques. Et le CST doit se réunir au moins 2 fois par an et 3 fois par an pour la F3CT. Donc ça, c'est ce qui est réglementé au niveau des textes. Nous, au niveau du CST départemental, on fait en moyenne 6 séances par an. Et comme pour les CAP et CCP, nous mettons en ligne le calendrier donc prévisionnel de l'année suivante sur le site internet du centre de gestion. Et comme en CAP et CCP, il rend des avis consultatifs, mais qui doivent bien être préalables à la prise de décision. Donc, dans tous les cas, comme en CAP-CCC, la collectivité aura le dernier mot et c'est elle qui décidera si elle suit ou non l'avis rendu par cette instance. Donc, on vous a mis quelques exemples de cas de saisine. Alors, cette liste n'est pas exhaustive puisqu'au niveau du CST et de la F3CT, donc il y a beaucoup de compétences.
notamment par rapport à l'organisation des services. Donc, ça peut être pour l'organigramme, la dématérialisation, les taux de promotion, les critères d'appréciation de la valeur professionnelle, le fonctionnement du service, la mise en place de temps de travail, télétravail, les autorisations d'absence, le compte épargne-temps, les règlements intérieurs, le temps partiel, la journée de solidarité, le plan de formation, le régime indemnitaire, la protection sociale complémentaire des agents, l'action sociale, le document unique. Alors, on vous a indiqué le recrutement d'un apprenti mineur, mais ça peut être également le recrutement d'un apprenti majeur. Si c'est un apprenti mineur, cela passera en formation spécialisée parce qu'il faut déroger aux travaux réglementés. Si c'est un apprenti majeur, on le passera en partie CST. Donc, pour saisir le CST ou la F3SCT, donc vous pouvez compléter une saisine. Donc, vous avez sur le site du centre de gestion différents formulaires. Donc, les formulaires sont à compléter, à nous transmettre par mail avec les pièces demandées. Le secrétariat est assuré par le centre de gestion et on se permet donc de vous recontacter si les dossiers ne nous semblent pas complets afin que la majorité des dossiers qui arrivent en séance soient complets pour que les membres puissent émettre un avis de préférence favorable pour la collectivité. Alors, donc, tu en as terminé, Oui, alors je voulais juste, on ne Ah, vous l'a pas pardon. mis dans le diaporama, je vais juste vous préciser qu'il peut y avoir également ce qu'on appelle des séances de formation spécialisée extraordinaires. C'est-à-dire que s'il y a une problématique particulière dans une collectivité, on peut être amené à faire une F3SCT extraordinaire. Et quand il y a une F3SCT extraordinaire, la collectivité est conviée à venir en séance, à exposer en fait la situation et il y a également un avis qui est émis après cette F3SCT extraordinaire. On peut convoquer également le médecin de prévention, des experts. En fait, l'idée, c'est de se mettre autour de la table, d'exposer la situation et de trouver une situation qui puisse être améliorée. C'est la fin de la partie de présentation du CST, la F3SCT. Est-ce que vous avez des questions particulières? Non, Pas de questions. Alors, juste un petit résumé, je dirais, parce qu'on a vraiment présenté les trois instances et le conseil de discipline un petit peu à part. Ce qu'il faut surtout retenir par rapport à ces instances, c'est que il y a saisine dès lors qu'il y a saisine des instances, pardon, il va y avoir sécurisation des décisions individuelles ou collectives qui vont en découler. La saisine va être obligatoire et toujours préalable à la prise de décision en fonction effectivement des cas de saisine qui sont fixés réglementairement. Euh, on insiste vraiment sur cette saisine préalable parce que cela sécurise réellement les décisions qui vont être prises. L'avis rendu donc est un avis consultatif donc et non pas conforme, mais c'est un avis qui va pouvoir vous éclairer aussi, qui va pouvoir vous donner quelques éléments pour prendre votre décision finale. Et donc la prise de décision donc, se fait soit par arrêté ou par délibération selon le cas. Dès lors qu'il s'agit d'une décision individuelle, il s'agira d'un arrêté. Par contre, quand il s'agit de décisions collectives, très souvent, mais pas toujours, mais très souvent, il s'agit en fait d'une délibération. Nous avons mis les cas de figure de saisine pardon, des différentes instances sur notre site internet. On vous remet effectivement ici l'adresse pour voir donc les cas de saisine, pour avoir accès aux imprimés de saisine. Et puis, ce qui est enfin, ce qui est très, très important, c'est de savoir aussi que nous sommes là, nous, centre de gestion, pour vous accompagner dans toute la démarche.
Dès lors que vous voulez saisir une instance, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter en amont pour que l'on puisse vous accompagner et sécuriser donc au maximum la procédure. Donc, je vous disais en préambule que ce webinaire s'inscrivait dans un cycle d'information de l'élu employeur, donc d'avril 2026 à mars 2027. Je vous ai parlé effectivement d'une année. Il y a également d'autres actions qui vous sont proposées, notamment les universités des maires et présidents donc, des établissements publics, proposées donc par l'Association des maires de France, l'AMF. Et ces universités donc, se dérouleront à Pontivy donc, le 6 juin 2026. Donc, n'hésitez pas aussi à vous y inscrire. Et un autre temps fort que l'on propose également à Pontivy, c'est le 11 septembre 2026. Le binôme élu-agent. Donc, il s'agit vraiment d'une journée qui va permettre de bâtir ensemble donc, le mandat. Cette journée sera co-animée par le CDG, enfin, avec le CDG, l'ARIC qui est donc plus spécialisé dans la formation des élus, le CNFPT, donc également donc, centre de formation, et la préfecture du Morbihan. Donc au cours de cette journée, il y aura différents ateliers qui vous seront proposés. Donc voilà, ce que l'on souhaitait aussi vous dire, c'est surtout voilà, ne pas hésiter à nous contacter. Le centre de gestion s'inscrit vraiment pour être aux côtés des collectivités. Donc nous sommes là pour vous aider dans la gestion des ressources humaines. Voilà, je pense que nous avons fait le tour du webinaire. S'il n'y a pas de questions particulières, sur cette diapo, nous avons remis nos contacts, donc mon contact et celui de Sabine Magadur, donc référent du CST, le site internet et notre adresse. Et n'hésitez surtout pas à nous appeler. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc on va vous proposer de conclure la réunion. Eh ben, on vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup.